Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Enfin, plutôt, qu'est-ce que je fous là, en fait? Eh oui, les gens, désolé, mais vous ne verrez pas mon visage pendant quelques vidéos, tout simplement parce que j'ai eu un problème avec le décor. Mais vous inquiétez pas, mon chibi sera là pour vous tenir compagnie dans sa propre chambre. Sur ce, on reprend la vidéo. Et maintenant, on passe à SCP-231, personnel spécialisé requis. Oula, alors, là, c'est un peu confus. Est-ce que c'est plutôt dans la technologie? Ah, et là, on n'a pas d'image. L'image a été retirée sous l'ordre d'Arnaud 5. Alors, du coup, c'est un classe Keter. Numéro d'objet SCP-231-7. Voilà des DOM vis-à-vis de SCP-231-1 à 6. Bon, on a pas mal de choses à lire. Ça va être un peu le truc. Description. SCP-231-7 est une femme. Je sais pas de quelle origine. Ayant entre 9 et plus de 10 ans, avec quelque chose, on ne sait pas quoi. SCP-231-1 à 7 ont été récupérés quelque part, à la suite d'une descente de police quelque part, dans un entrepôt appartenant à une organisation appelée les Enfants du Roi Écarlate. Le Roi Écarlate, ça y est. Et du coup, faut voir un article dans le journal, on sait pas quoi, raid policier, démantèlement, culte satanique, 7 femmes sauvées. Eh ben, 24 heures après le sauvetage, SCP-231-1, d'où son vrai nom, on ne sait pas, a commencé à ressentir des douleurs dues à un enfantement, donc à un accouchement, donnant naissance 3 minutes plus tard à un autre SCP. 3 minutes, c'est court. En général, un accouchement, faut compter un bon 15-20 minutes. Alors, et du coup, cet accouchement a provoqué un événement, on sait pas trop quoi, qui a donné lieu à plus de 100 victimes confirmées. Le personnel de la fondation a immédiatement pris possession de SCP-231-2 à 7 en se basant sur le bloc-notes confisqué du culte, a mis en place le protocole 110, la procédure 110 Montauk pour empêcher les occurrences futures. Du coup, étant donné que la fondation a récupéré uniquement les jeunes filles de 2 à 7, on peut déjà se dire que 1 a été tué pendant son accouchement malheureusement. Sang et poussière, tu as déjà lu lorsque tu as fait la proposition du roi Écarlate. Bah s'il y a des trucs qu'on a déjà lus, on les relira pas de toute façon. Site et besoins en personnel. D'après l'ordre spécial d'Arnaud 5, l'information suivante est associée au début du rapport de SCP-231-7. Tout le personnel affecté à 7 doit, pendant un mois, suivre des séances de soutien psychologique après 2 mois sur place. 7 doit être conservé dans un endroit inconnu. Tout le personnel affecté à SCP-231 sera transporté là-bas les yeux bandés à partir du site 19 par un itinéraire comprenant au moins 7 différentes formes de transport, y compris, mais non limité, à l'aviation, l'automobile, les tunnels souterrains et la téléportation peut-être, je sais pas. Le retrait du bandeau pendant le processus de transport est un motif d'élimination immédiate. Les employés affectés à 7 doivent subir une série de longs tests psychologiques avant d'être autorisés dans le site. Les individus doivent obtenir au moins 72 points sur l'examen d'obéissance de 1000 grammes, être célibataire, pas avoir d'enfants et ne doivent exprimer rien de moins qu'une fidélité totale à la fondation. Contrairement aux examens psychologiques normaux, avoir des tendances sociopathes ou des déviances sexuelle ne doit pas être considéré comme une condition d'échec automatique. Les employés exprimant de la sympathie envers le SCP et ou exprimant du désir de sauver ou de sympathiser avec elle devront être transférés dans un autre projet sans délai. Toute tentative de sauvetage réel sera sanctionnée par une élimination immédiate de l'employé. Ceux ayant fait partie du personnel de l'équipe de confinement de 7 ne sont pas tenus de divulguer cette information à d'autres. Aucun procès verbal ne doit conserver le nom des employés affectés à 7. Et le dit service ne devra pas apparaître dans le dossier personnel de ces derniers. Donc là, ça veut dire que concrètement, on ne peut pas noter dans ce rapport, en tout cas, la liste des personnes qui sont affectées au SCP. Et inversement, les employés ne peuvent pas dire s'ils sont affectés au SCP ou pas. Donc techniquement parlant, on ne sait pas qui est affecté à ce SCP. Sur place, les individus affectés au SCP devront cacher leur visage avec un masque muni de commutateurs de voix intégrés pour protéger leur identité. Donc ça veut dire qu'ils ont des modificateurs de voix. Les membres du personnel sur place ne doivent pas enlever leur uniforme en présence d'autres membres du personnel. Les heures de repas devront être dépensées dans les quartiers privés seulement. Donc ça veut dire que là, c'est tellement dangereux que même les personnes qui sont affectées au SCP ne se connaissent pas entre elles et ne sont pas capables de savoir. En fait, concrètement, tu sais pas avec qui tu parles en fait. C'est ça qui est incroyable. Mais on sait qu'il y a Robert Montauk. Oui, étant donné que on a tout un passif avec Montauk quand on a fait le Roi Écarlate, on sait très bien que dans tous les cas, Robert Montauk, en tout cas, sûr et certain,
il est lié au SCP. Et de toute façon, il y a une procédure qui parle de lui, donc qui porte littéralement son nom. Procédure 110 Montauk. Et comme il n'y a qu'un seul Montauk dans la fondation, ça ne peut être que lui. 6 membres du personnel de classe D ayant été condamnés pour avoir été des délinquants sexuels doivent être affectés au SCP chaque mois pour des besoins à la réalisation de la procédure 110 Montauk. Les criminels violents ne doivent pas être utilisés à cette fin en raison de la possibilité d'un accident fatal au cours du processus 110 Montauk. Je viens de penser justement, mais d'après ce que je me souviens, Robert Montauk, il est passé justement dans le côté obscur de la force, hein, étant donné qu'il est devenu maintenant un membre de la secte du roi écarlate. Alors, d'après ce que je me souviens, après le raid en fait qui s'est passé, ils ont récupéré les femmes. C'est Robert Montauk qui s'est occupé du coup de leur cas et du coup tout ce qui est lié de près ou de loin avec le roi écarlate. Il a fait toute la procédure 110 Montauk et en parallèle de ça, il y avait le chef de la secte justement qui avait été capturé. Et là, on a eu toute la partie justement du roi écarlate justement de SCP-001. Il a aussi un frère, mais il est mort. Est-ce qu'on sait vraiment officiellement que son frère, du coup, qui s'appelle Vincent, si j'ai bonne mémoire, est-ce qu'on est sûr à 10 000% que son frère, il est mort? Parce que moi, j'avais compris qu'il était pas forcément mort, qu'il avait été... C'est un autre SCP-001, techniquement parlant. Parce que dans ma tête, il est pas mort à proprement parler, en fait. D'ailleurs, Montauk, à mon avis, lui, il a dû passer une enfance extraordinaire entre son frère qui disparaît et sa maison, qui semblerait soit aussi hantée. Magnifique. Procédure de confinement spéciale. Les nombreuses tentatives d'évasion et de suicide, ainsi que les échecs qu'ont constitué de tentatives pour confiner les SCP-031-1 à 6 ont conduit à la modification du confinement de 7 de la façon suivante. 7 doit être contenu dans une cellule de détention insonorisée placée à côté de 6 autres cellules servant à garder les 6 membres du personnel de classe D tenus d'exécuter la procédure 110 Montauk. Les caméras de sécurité devront surveiller chaque centimètre carré de la cellule à tout moment et devront fonctionner à tout instant. Un mauvais fonctionnement du matériel de surveillance devra être remplacé sans délai par du personnel ayant subi un dépistage psychologique. Les portes doivent être verrouillées magnétiquement et pourront être ouvertes par une action positive du poste de commande et de surveillance. Cela inclut toutes les portes qui relient la cellule de détention principale à celle des 6 membres du personnel de classe D. Ok. C'est dans son lore, mais oui, il est mort vu qu'il y a un rapport sur son cadavre. Eh bah écoute, tu viens de m'apprendre quelque chose, je ne savais absolument pas qu'il y avait littéralement un SCP qui est littéralement en fait le cadavre de son frère. Parce qu'encore aux dernières nouvelles, avant qu'il entre dans la secte des enfants du roi écarlate, il le cherchait encore. Donc ça veut dire que techniquement parlant, il savait même pas que son frère était mort déjà en fait à ce moment-là. Waouh, c'est incroyable. Le SCP doit être maintenu sobre sur un lit d'hôpital en toutes circonstances, sauf durant la procédure 110 Montauk. L'hydratation sera assurée par perfusion. L'alimentation sera effectuée 2 fois par jour à l'aide d'un tube d'alimentation par du personnel médical approuvé et n'ayant pas prêté le serment d'Hippocrate. Très bien. En aucun cas, des stupéfiants, de l'anesthésie ou d'autres médicaments non approuvés ne devront être administrés au SCP. La procédure 110 Montauk doit être effectuée au moins une fois toutes les 24 heures par le personnel de classe D. Au cours de cette procédure, au moins un membre du personnel de sécurité de niveau 4 doit suivre la procédure par caméra en tout temps. Ok. Le son peut être désactivé si les vocalisations du SCP déstabilisent la personne. D'après la procédure, tous les membres du personnel de classe D doivent retourner dans leur cellule de détention où des colis explosifs seront déclenchés. Ah oui, quand même. Le rapport sur son corps, c'est dans les 7000. Ah ouais, bah ouais, moi j'ai pas... Il fut un temps que j'aimais bien me balader justement dans les SCP où t'as vraiment très très peu de rapports et tout. Parce que c'est dans ce genre d'endroit où tu trouves parfois tu trouves vraiment des grosses pépites quoi. Et là ouais, je me souvenais pas. J'étais au courant pour la maison parce que j'étais tombée sur une image en faisant 2-3 recherches. Mais je savais pas ouais que son frère au final était complètement mort. Ok, là du coup on a paragraphe complet qui a été supprimé sous l'ordre d'un O5. D'accord, les informations du document 231-110 Montauk ne sont disponibles qu'à la lecture. L'accès à 110 Montauk est limité au personnel ayant un niveau de sécurité de niveau 4. Oh, donc en fait là ouais c'est toute la procédure par rapport à 110 Montauk. Ok. Addendum A. Situation actuelle des unités de SCP-231. SCP-231, du coup la première, elle est décédée, on ne sait pas à quelle date, elle a été tuée lors de l'opération de confinement initial donnant naissance à un SCP, on ne sait pas lequel. Voir le bilan des pertes de l'événement 231-alpha pour plus de détails. Ok. La deuxième sœur, elle a été tuée lors d'une tentative visant à retirer le fœtus du deuxième spécimen du SCP. Ce qui entraîna immédiatement un événement, c'est pas lequel, voir le bilan des pertes avec l'événement 231-Bravo pour plus de détails. J'aurais plus pensé qu'ils appelleraient ça bêta, mais bon.
Ok. La troisième, elle s'est suicidée après une longue période de détresse causée par la mise en œuvre de la procédure Santis-Montauk. Le SCP produisit immédiatement un événement, voir le bilan des pertes de l'événement 231-Charlie pour plus de détails. Donc en fait là, techniquement parlant, ce qu'on peut voir pour le moment, c'est que à chaque fois qu'une des sœurs est morte, le fœtus est né. Le fœtus est né, c'est une instance d'un SCP, on ne sait pas lequel, et ça provoque une catastrophe à ce moment-là. En sachant qu'ils ont bien précisé que c'était des instances. Voilà, on voit... Pour 2, par exemple, le fœtus, c'est un deuxième spécimen du SCP. Donc, ça veut dire que c'est le même que celui de sa sœur. Donc, la petite théorie qui dit que 682 est l'enfant d'une des sœurs, j'y crois déjà un peu moins en sachant qu'on sait que c'est des SCP qui déjà se ressemblent parce que ce sont des instances. Et 682, il est tout seul. Donc, déjà, pour moi, quand on relit un peu plus le rapport, la théorie de 682, je l'aime beaucoup. Mais... moi sûr. Oui, elle est née avec une sœur, oui, parce que quand on a lu un des contes justement sur le roi écarlate, on s'était rendu compte qu'il y avait les 7 sœurs en fait, il y en avait une qui ressemblait à un monstre et elle donnait naissance justement à des monstres à l'image de leur mère. Et du coup, on avait supposé le fait est que 682 était possiblement l'enfant d'une des sœurs et que du coup cette sœur ressemblait à un monstre, ressemblait certainement à 682. Là, du coup, c'est un peu bancal parce qu'on sait techniquement parlant que les 6 sœurs en fait, elles se ressemblent plus ou moins, on va dire. D'après ce qu'on sait, ce sont des femmes normales, avec une apparence normale, entre guillemets, bien évidemment. 682, il est né de la femme qui porte le sceau de la colère. Je me souviens pas c'était quel sceau, merci. Mais du coup, après, on n'a jamais dit que 682, il était né là, maintenant, tout de suite, quand sa mère, elle est décédée. Ça se trouve, ça fait longtemps qu'il est né, si ça se trouve. Ça se trouve, Michel, lui, ça fait longtemps qu'il est né, hein, donc c'est pas impossible. Mais ça serait quand même bizarre, parce qu'on a vraiment retrouvé qu'un seul spécimen de 682, à ce que tous les autres se seraient fait tuer pendant la guerre. Parce que vu comment il est immortel, ça me ferait bizarre, justement, qu'on ait retrouvé qu'un seul spécimen de lui, hein, mais bon. Bref. Alors, la quatrième sœur, du coup, elle est dans une tentative d'administrer... Oh, ils ont essayé d'administrer le SCP-500, du coup, qui est le haricot magique des SCP, si vous connaissez Alexandre. Il a été donné à SCP-231 numéro... Du coup, la sœur numéro 4. Et malgré l'expulsion avec succès du fœtus, du corps, du coup, de la sœur, l'expulsion a immédiatement fait l'objet d'un événement, donc c'est toujours le même événement, qui provoqua de nombreuses victimes, y compris, du coup, la mère. Voir le bilan des pertes de l'événement... Donc du coup là c'est le numéro Delta pour plus de détails. La sœur numéro 5, elle a été une exécution bâclée de la procédure Santis-Montauk qui a eu pour conséquence la naissance du SCP. Une heure plus tard, ce qui a conduit du coup à un événement. C'est l'événement cataclysmique, on semblerait bien. Voir le bilan du coup Echo et le rapport sur la destruction du site 231 Aleph pour plus de détails. Ah oui quand même. Le nouveau personnel de classe D devra désormais n'être recruté que parmi les délinquants suspects condamnés pour réduire au minimum la possibilité qu'une seconde procédure 110 se soit bâclée. Là, ça veut dire que techniquement parlant, à partir de ce moment-là, ça veut dire que pendant toute la procédure en fait 110 Montauk, en sachant que les gémissements des sœurs pouvaient être mute, je vais pas vous faire un dessin, mais femme enceinte, délinquant sexu, je pense que vous savez concrètement ce qui se passe à l'intérieur vis-à-vis de la procédure 110 Montauk. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez très bien compris ce que c'est. Après, je trouve que c'est quand même un peu contradictoire ça. Parce que, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais quand tu fais un rapport, tu peux aussi provoquer en soi un accouchement sans faire exprès, non? Y a pas un truc comme ça? Dites-moi si franchement, dites-moi si je dis une connerie, mais est-ce que, techniquement parlant, est-ce que tu peux pas provoquer plus rapidement un accouchement, surtout à terme, si jamais tu fais cric-crac? Y a pas un truc comme ça? Je demande, hein. Mais j'avais un souvenir qu'il y avait un truc comme ça. La sœur du coup numéro 6, elle a été tuée lors d'une tentative d'évasion aidée et encouragée par un agent, qui avait présenté des niveaux de stress accrus dus à l'exposition prolongée au SCP, s'emparant d'un autre SCP, donc on sait pas lequel, et tenta d'utiliser la dite arme pour sauver les deux dernières sœurs. L'agent du coup fut tué dans la fusillade qui en résulta, mais une balle se dirigea dans la direction de 6, la tuant sur le coup. Et le fœtus de 6 du coup causa ensuite un événement. À la suite de cet incident, l'administration O5 a voté à l'unanimité une modification de la politique du personnel. Voir le bilan des pertes avec du coup le document c'est Foxtrot pour plus de détails. Et la 7e sœur, depuis ce jour, elle est confinée avec succès dans un site dont on ne sait pas. Alors, moi, j'ai une théorie sur l'événement que ça a pu potentiellement causer la naissance des bébés. Ma théorie vis-à-vis de ça, vous savez, il y a un SCP qui est classé Apollyon, qui s'appelle le Dévoreur de Monde.
dont le numéro est SCP-2317. Il est dit que ce SCP serait du coup le roi écarlate en lui-même. Et on a vu dans le rapport du roi écarlate que ce mec est potentiellement en fait la partie du roi écarlate En gros, le roi écarlate, quand il a été vaincu, son âme a été divisée et il y a une partie de son âme dans toutes les dimensions. Et le dévoreur de monde, ça serait la partie du roi écarlate qui s'est intégrée, qui est prisonnière du coup dans notre dimension. Cette partie du coup du roi écarlate est enfermée derrière une porte qui, de l'autre côté de cette porte, il y a un désert avec un cercle constitué de 7 piliers. 7 piliers en fait qui sont en fait des chaînes qui retiennent dans la terre le fameux dévoreur de monde. Moi, la théorie que j'ai depuis pas mal de temps vis-à-vis de ça, c'est le fait est que la catastrophe que ça a provoqué, la mort et la naissance du coup des bébés, c'est le fait que la naissance du coup des bébés, suite à la mort de leur mère, a provoqué la destruction d'une chaîne. Parce qu'on sait à l'heure actuelle qu'il n'y a plus que sur cette chaîne, il n'y a plus qu'une seule chaîne qui retient le dévoreur de monde dans sa prison. Et on ne sait pas comment réparer ces chaînes. On n'a pas la technologie pour réparer ces chaînes. C'était fait dans un matériau qui n'existe plus. La théorie serait donc la suivante. Ça serait que, étant donné qu'il ne reste plus qu'une seule de ces filles, femmes en vie, et ben c'est la dernière, on va dire, c'est la dernière personne à pouvoir en fait techniquement retenir le roi écarlate et le dévoreur du monde du coup dans sa prison. Et c'est pour ça qu'en fait la fondation prend excessivement soin d'elle. C'est qu'une théorie encore une fois. Mais je trouve ça assez ironique, le fait est que sur les 7 femmes du roi écarlate, la dernière du coup, la 7e, c'est celle qui porte le sceau de l'espoir. Celle qui veut que techniquement ses enfants plus tard tuent leur père. Je trouve ça assez ironique, le fait est que justement ça soit cette dernière qui reste en vie. Alors que toutes les autres, elles ont donné des enfants au roi écarlate qui ont été des généraux de guerre, d'armée et tout le bordel. Elles sont toutes mortes. Je trouve ça quand même assez ironique. C'est malheureux pour elle, elle a perdu toutes ses sœurs et tout. Mais je trouve ça quand même assez ironique. Derrière, après, il y a d'autres théories vis-à-vis de ça, mais moi c'est une théorie personnellement que j'aime énormément vis-à-vis du dévoreur de monde. Parce que là, c'est pas seulement un accouchement. Parce qu'elles auraient très bien pu, je sais pas moi, si ça se trouve 4, elles auraient très bien pu nous pondre un 682 deuxième génération encore plus casse-couche, ça se trouve que la première, et elles seraient retombées enceintes derrière. Sauf que là, c'est pas ce qui s'est passé. Elles sont mortes, et leur fœtus est né. Ou alors leur fœtus est né, et après elles sont mortes. Mais pour moi, en fait, c'est vraiment le décès de la mère qui a fait que la chaîne s'est cassée. Et que du coup, la naissance de l'enfant, qui certainement n'était pas l'enfant de base qu'elle devait donner naissance. Je sais pas, peut-être que c'était une immondité, peut-être que c'était pas un truc conforme par rapport à leurs autres enfants qu'elles avaient conçus auparavant. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, en tout cas, moi, c'est la théorie que j'aime énormément vis-à-vis du roi écarlate et vis-à-vis de 231-7. Le roi pendu, il a peur du roi écarlate. Bah, techniquement parlant, oui, parce que le roi écarlate, il le contrôle. Parce que le roi pendu, il est affilié au roi écarlate. Comme l'était, comment il s'appelle ce con, Moloch. Oui, c'est une théorie qui est connue de la communauté, et ça, oui. Mais justement, en fait, il y a... de toute façon, vous la connaissez forcément si vous avez connu Elle Alexandre, c'est sûr et certain. Mais, pour moi, en fait, tu vois, de toutes les théories qu'il y a sur 231-7, et de ses sœurs, pour moi, c'est celle qui est la plus plausible, en fait, pour le moment. Pour moi, 682 peut être un des enfants de sa sœur, mais dans ce cas... Pour moi, il est vieux. Parce que, d'après ce que j'ai compris, quand les sœurs sont mortes, elles ont donné naissance toutes au même SCP. Donc c'est des instances. D'après ce que j'ai compris, en tout cas. Après, l'enfant espoir, c'est 999. Oui, j'adore la théorie sur lui. Sincèrement, en fait, 999, j'avoue que j'aime bien la théorie. Mais d'un autre côté, je sais pas, je trouve ça super bizarre. Je la trouve bizarre parce que, bon, c'est encore un bébé, il n'a pas encore conscience totalement de ses capacités et tout. Mais en fait, je me demande vraiment ce qu'il serait capable de faire, en fait, contre le roi écarlate, en fait. Je pense qu'il n'a pas encore développé toutes ses capacités pour le moment, parce qu'à part bouffer des bonbons, il fait rien de sa life, le mec. Parce que, pour moi, pour battre le roi écarlate, je suis désolée, mais pour moi, pour l'instant, en tout cas, 999... Non, il en a pas les capacités, ça c'est sûr et certain. Je vois pas... Le truc, en fait, c'est que je ne vois pas 999 combattre quelqu'un. Pour moi, en fait, s'il y a vraiment une catastrophe, il sera le mec qui ira sauver tout le monde. Mais il va pas se battre contre le... Il va pas se battre, en fait. Par exemple, tu vois, quand il y a un feu, bah il va pas se battre contre le feu. Enfin, il va sauver les gens, quoi. T'as l'image du tête avec 682.
à double tranchant parce que le rire de 682, il a quand même provoqué une onde qui a fait que le rire du coup de 682 s'est transmis à tout le monde et il y a même des personnes, je crois, qui sont tombées dans les pommes suite à ça. C'est pas safe à 100%, mais je peux comprendre en fait, ouais, je vois un peu votre logique, mais pour le moment, sincèrement, 682, enfin 999, je crois pas trop à cette théorie. Je l'aime bien, mais sincèrement, j'y crois pas. Je crois beaucoup plus à la théorie de 682 et l'enfant de l'une des filles plutôt. Addendum B. Texte d'une missive d'Arnaud 5. Oh là là. Chers amis, j'en suis venue à comprendre que récemment, certaines rumeurs ont fait surface concernant SCP-231. En raison de la baisse de morale du personnel, j'ai décidé de m'attaquer à certains points les plus discutés. Oui, la procédure sans Talk est aussi horrible que vous l'avez entendu, ce qui explique pourquoi seulement le personnel de classe D est autorisé à la réaliser. Oui, elle implique une brutale, on sait pas quoi. Non, l'affectation au SCP n'est pas destinée à tester votre loyauté envers la Fondation, vos tendances à... on sait pas trop quoi, ou à quoi que ce soit d'autre. Non, vous assigner au SCP n'est pas une punition. Oui, il y a des membres du personnel qui ont travaillé sur le SCP et qui ont facilement reçu la permission de cesser ce travail après l'avoir demandé. Non, tous ceux ayant travaillé sur le SCP ne sont pas forcément supprimés à la sortie du projet. Oui, les membres du personnel qui ont été affectés au SCP sont autorisés à prendre un amnésique de classe A avant de quitter le projet s'ils le souhaitent. Oui, des faux souvenirs sont implantés. Non, aucune des supposées méthodes pour la récupération ou la détection des faux souvenirs ne marche. Oui, il y a certains d'entre vous qui ont travaillé sur le SCP et qui ne s'en souviennent pas. Non, nous n'avons pas renoncé à sauver 7. Mais la recherche dans ce domaine doit être réalisée avec la plus grande prudence. Basée sur la puissance accrue de chaque événement causé après la mort du coup des sœurs, associée à chaque nouvelle instance du coup au SCP. Donc là, on a la confirmation que quand les sœurs sont mortes, elles ont donné naissance à une seule espèce de SCP. Donc là, dans la fondation, il y a 6 SCP qui sont l'œuvre de l'accouchement des sœurs de Seth, du coup. Il y a une forte possibilité que l'événement que causerait la progéniture de Seth pourrait se traduire en une situation fin du monde de classe XK. Cette information est précisée dans les ordinateurs portables récupérés chez les cultistes. Voir le document 7 marié 7 sceaux, SCP-231, complètement B. Non, aider cette pauvre fille à sortir de sa misère n'est pas une option, ni la droguer. Elle doit être consciente au moment de la procédure pour que celle-ci fonctionne. Une dernière remarque, la Fondation fait beaucoup de choses désagréables pour remplir sa mission, mais celle-ci est suffisamment importante pour que nous payions le prix. Le confinement de 231 est l'une de nos tâches les plus dangereuses, non pas en raison d'un danger direct, mais pour nous-mêmes, comme avec 682, mais en raison du danger que notre mission soit un échec. Que nous nous permettions de baisser la garde en raison d'une sympathie pour la souffrance d'une innocente. Ou que nous nous permettions de devenir des monstres à travers l'accomplissement d'actes monstrueux. Il suffit de faire votre travail et de garder votre philosophie pour le psy. Cordialement, 5. Et là, du coup, en bas, on a la phrase. Est-ce que je peux zoomer? Ah ouais, non, moi, je peux pas le voir. Faudrait zoomer encore plus. Mais là, ouais, il y a la fameuse phrase, du coup, de L. Alexandre. Ça sent que la lettre, c'est Robert Montaut qui l'a écrite. Robert Montaut, c'est pas un O5, hein, c'est écrit par un O5. Donc je pense pas. Maintenant, je pense que c'est bien de relire Sans et poussière pour avoir en mémoire. C'est l'un de mes contes préférés en passant. Je pense que c'est important. On va au moins relire en fait la partie en fait vis-à-vis des sœurs en fait qui sont plus consacrées en fait aux sœurs, je pense. Ouais, effectivement. Addendum C, mise à jour. La réponse émotionnelle de Seth lors de la procédure semble s'être réduite récemment. Et ce, en dépit de la bonne exécution de la dite procédure. Les chances qu'une instance du coup fasse l'objet d'un événement sont de plus en plus grandes. De ce fait, 2 options ont été proposées. 1. Le développement d'une nouvelle procédure de confinement permettant une réponse émotionnelle plus élevée que lors de l'exécution de la procédure. 2. L'administration d'amnésie de classe A au SCP, permettant un retour à l'état de base émotionnel. La dite modification de mémoire est destinée à être administrée au cours de l'exécution de la procédure pour maintenir un niveau émotionnel élevé, même après la suppression de mémoire. Veuillez y réfléchir. Donc là, en gros, elle est en train de s'habituer à la procédure et du coup, ils essayent de trouver une autre solution parce qu'en fait, en gros, d'après ce qu'on comprend, c'est que ce qui tient le bébé prisonnier du ventre de la mère, c'est l'émotion intense qu'elle subit pendant la procédure sans Talk. Procédure du coup qui est nécessaire pour maintenir le monde en vie en fait concrètement. Alors, réponse d'un O5, effectuer l'option 2 à la première occasion. En soi, c'est mieux. C'est mieux quand même. Après, le compte a un sacré message avec... c'est ça le truc en fait. Et je pense que malheureusement, c'est un peu pour ça que la procédure en fait tourne dans ce sens. Et le fait est que justement, ces pauvres filles en fait sont déjà traumatisées de base parce que leur père, mari, fait subir. Donc bon, voyons voir les conséquences de tout ça.
L'option 2 a été réalisée. Le SCP est entré dans un état émotionnel stable avec 100% d'efficacité. Le docteur se donna ensuite la mort, en raison d'un stress émotionnel accru. Pardon? Nous continuerons l'analyse de l'efficacité du traitement. Pardon? J'ai pas compris là. Donc attends, ils ont donné l'amnésique au SCP, qui était dans un état émotionnel stable pendant la procédure, avec 100% d'efficacité, et après le mec il s'est suicidé? Pourquoi? En raison d'un stress émotionnel accru. T'as eu un stress émotionnel à cause du fait que tu as eu peur que ta solution n'allait pas marcher? Ah mais là faut m'expliquer, ou alors en fait, ou alors il s'est produit un effet de transmission du stress du SCP au docteur, j'ai pas compris là. On dirait que le docteur il s'est fait V quoi. Mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Addendum F, analyse continue de l'efficacité du traitement. Après analyse, j'ai déterminé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à la modification de mémoire à chaque fois que la procédure est effectuée. En effet, il est préférable d'attendre pendant un certain temps avant une nouvelle administration de l'amnésique. L'analyse de la réponse émotionnelle du sujet indique que l'efficacité de la procédure semble culminer entre les 3e et 4e exécutions. La crainte de la prévention des événements semble augmenter la réponse émotionnelle pendant un certain temps, avant que la familiarité avec la procédure ne commence à diminuer efficacement l'efficacité du traitement. Ma recommandation est que les amnésiques de catégorie A doivent être administrées une fois par semaine au cours de la procédure. Le calendrier a été modifié en conséquence. Ouais, parce qu'en fait, du coup, t'es dans un cycle en fait répétitif. T'as la crainte et après t'as l'habitude. Et à un moment au moment en fait où la fille s'habitue, ben il lui donne l'amnésique pour qu'en fait elle refasse le stress. Bon. Pas joyeux tout ça, hein? Mais bon, on s'y attendait de toute façon avec celui-là. Alors, par contre, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que je n'ai pas les trucs? Ah, ok. Donc là, on est sur sang et poussière. Alors, on va relire du coup la partie concernant les sœurs du coup. Sur les 7, voici ce qu'on peut dire. La première épouse du coup, celle qui est... Alors, la première qui est morte après du coup l'intervention chez les cultistes, elle s'appelait Ativik. Elle était aimée du roi, bien que ses enfants fussent peu nombreux. En raison de sa loyauté, ses enfants furent faits plus sages que tous les autres et ils connaissaient bien les chemins de la guerre. De leurs mains, ils menaient la guerre et allaient vers la victoire. Son sceau était Vaduk, domination, car alors qu'elle recherchait la domination, elle fut dominée. Donc elle était la préférée du roi, donc la sœur aînée. Et concrètement, tous ses enfants, c'était des stratèges en fait. C'était des stratèges de la guerre. Et c'est ceux, du coup, il semblerait qu'ils soient les plus loyaux. La seconde, du coup... Alors, je vais reprendre aussi ça. La deuxième, c'est celle qui a été tuée pendant la tentative chirurgicale pour retirer le fœtus. La seconde épouse, nommée Agor, un grand trou qu'elle ne pouvait pas combler, déchirait son âme, et cela la faisait gémir et désespérer. Elle mit au monde de nombreux enfants, et ses enfants formèrent de nombreuses armées, partant conquérir dans une marée indescriptible. Son sceau était Kifen, ce qui veut dire le désir, car ni le roi ni ses enfants ne pouvaient lui procurer ce qu'elle recherchait. Ben, j'ai bien peur que malheureusement elle ait jamais trouvé la solution de ce qu'elle désirait. La troisième, c'est celle qui s'est donné la mort, ok. Elle se nommait Adistat et elle éprouvait une haine profonde envers ses sœurs, apportait la ruine sur ce qu'elle contemplait et blasphémait sur la terre sacrée. Ses enfants annoncèrent le triomphe du roi, noyant le champ de bataille dans le sang et dans la cendre, répandant la peste et la terreur dans leur sillage. Son sceau était Ezum, je sais pas, qui veut dire désolation, car elle était dépouillée et des sillons de son âme étaient remplis de sel. Ben, si elle était aussi... Enfin, franchement, ça ne m'étonne pas qu'elle ait mis fin à ses jours, la pauvre. C'est horrible ce que je viens de dire, mais au vu de sa description, ça ne m'étonne malheureusement pas. La quatrième, du coup, qui est morte avec le haricot magique des SCP. La quatrième, du coup, qui s'appelait Azieb, elle était grande, puissante et terrible à contempler, adoptant la forme d'une grande bête. Ses enfants lui rassemblaient et ne craignaient ni les armes ni les formules magiques, car leurs blessures se soignaient et leur cuir était impénétrable. Son sceau était bas, qui veut dire la colère, car en raison de sa haine, elle fut à jamais vouée au conflit. Bah du coup, le truc c'est qu'effectivement, pour moi c'est forcément en fait la mère de 682. Le seul truc c'est que du coup, les frères et sœurs de 682 ils sont devenus quoi? Parce que là, on n'a plus qu'un seul spécimen, en fait. Et nous, on n'arrive pas à le buter, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les autres enfants de la quatrième, là? La cinquième, elle est morte après une mauvaise exécution, du coup, de la procédure. Ok. Elle s'appelait Anut. Je sais pas comment ça se prononce. Son esprit était fort, mais son corps était frêle. Ses enfants étaient instruits aux voies de la magie et provoquèrent de grandes destructions. Mais en raison de leur pouvoir, le roi les rendit infirmes, afin qu'ils ne puissent jamais se soulever contre lui. Donc il a
Les coucougnettes. Son sceau était nerf, qui veut dire pénurie, car sa soif et la soif de ses enfants ne pouvaient jamais être étanchées. Est-ce que du coup, à cause justement de son corps frêle, au final, elle a pas supporté la procédure? Moi, je me demande si c'est pas plutôt ça. Le fait est que justement, elle, à cause de sa mauvaise constitution, elle a pas supporté en fait au final la procédure sans Dismontauk et du coup, accouchement prématuré. La 6e épouse, du coup, celle qui est morte, du coup, lors de la tentative d'évasion, elle se nommait Atelif et elle ne parlait pas et se tenait à l'écart. Ses enfants pouvaient changer de visage, se déplacer sans être vus et marcher invisibles au milieu de la création. Ils ouvrirent les chemins entre les mondes et permirent à la guerre de se propager. Son sceau était Uchep, caché car elle était perdue dans l'ombre. Est-ce que justement elle s'est pas pris une balle perdue parce que justement les gens ne la voyaient pas? On dirait un peu que c'est la fille discrète, tu sais, qui est tout le temps dans son coin et en fait tu remarques même pas sa présence en fait quand elle est là. Mais c'est techniquement aussi ce genre de personne en qui tu peux avoir une grande pitié au final. Donc est-ce que l'agent n'aurait pas eu pitié justement de cet enfant? Et la dernière du coup c'est qu'il nous reste, c'est la 7e, c'est Aabat. C'était la plus petite et la plus faible des 7, mais elle ne fut pas complètement brisée par le roi et sa situation l'horrifiait. Ses enfants marchaient sur 2 jambes et étaient de puissants chasseurs et héros. Elle les instruisit en secret, espérant qu'ils pourraient détruire les enfants de ses sœurs et renverser le roi. Ils étaient peu nombreux et ils échouèrent. Son sceau était Zokib, espoir, car elle était condamnée à savoir là où elle ne pourrait pas réussir. Là, le problème que j'ai, c'est le fait est que ses enfants marchaient sur 2 jambes. 999 n'a pas de jambes, c'est un tas de gelée, c'est un blob vivant. Donc pour moi déjà rien que là il y a un problème avec la théorie. Si on dit que c'est un enfant d'Aabat alors que normalement ces enfants devraient marcher sur 2 jambes, rien que là il y a un petit problème. Ah mais alors du coup on peut théoriser sur le fait est que si maintenant on n'a plus qu'un seul SCP-682, c'est justement parce que les enfants d'Aabat ont tué les autres potentiellement. Moi j'ai une question à vous poser. Selon vous, en se basant sur ça, et répondez aussi dans les commentaires sincèrement, ça m'intéresserait. Imaginez un seul instant, on a une instance des enfants des 7 sœurs dans la fondation SCP. D'après la description qu'on a, selon vous, ça serait quel SCP? Et là, vous mettez par exemple, la première, ça peut être, je sais pas moi, tel SCP. La deuxième, c'est tel SCP. Vous me dites la 4e sœur, l'enfant, ça serait potentiellement 682. Imaginez un seul instant qu'on ait au minimum un enfant sur les milliers qu'elles auraient potentiellement fait. Dites-moi dans les commentaires ou dans le chat si vous êtes là, quel SCP ça serait pour chacune des sœurs, potentiellement. Une fois les 7 épouses scellés pour l'éternité, les légions et leurs enfants se répandirent et ajoutèrent leur force à la guerre. Le monde qui avait résisté aux dieux sombres du roi tombèrent sous le poids des attaques incessantes. Les racines de l'arbre pourrirent empoisonnées par les rejetons du roi. Les chemins devinrent traîtres et vénéneux et seuls les bienheureux, les braves ou les fous pouvaient y voyager. Le royaume du roi s'agrandissa, des âmes des damnés et les lieux du repos s'affaiblirent. Quelques âmes parvinrent à échapper à ce sort, mais même dans la mort, beaucoup continuèrent à se battre. Bien que des dieux tombèrent sous la coupe du roi, la machinerie broyeuse de la fabrique qui consuma tout, assista sa force brute dans le sang et dans l'acier. Le roi de la potence, celui qui fut pendu, arracha la connaissance de l'arbre de l'intérieur. Le prince des nombreuses faces détourna la volonté des mortels et Moloch, le cornu, leur apporta la honte. Beaucoup d'autres dont les noms ont été effacés les suivirent aussi. Les nombreux serviteurs mortels du roi rétablirent la fondation de sa lignée et une effigie vivante. Donc les nombreux serviteurs mortels du roi, donc là ce sont la secte des enfants du roi écarlate, rétablir la fondation de sa lignée en une effigie vivante. Donc en gros, c'est là où on voit que les sept épouses ont été récupérées par la secte. Du coup, c'est ça que ça veut dire. Et on avait un dernier truc à lire, c'était le raid policier qui est là. Oh putain, c'est long. Attends, c'est quoi ça? Ah, ok, non, ça on va pas le lire parce que c'est un rapport de la... Comment je t'appelle? La coalition mondiale occulte. Ouais, donc ça, on va pas le lire parce qu'il semblerait que ça soit lié à quelque chose d'autre. Après, il y a un truc qui me fait un peu bizarre. Dites-moi si je m'égare, mais d'après la vidéo de Elle Alexandre, la procédure Santis-Montauk, en fait, au final, ce n'est rien d'autre qu'une procédure en fait fausse qui consistait en fait à la base à permettre à Aabat en fait de s'endormir en lui lisant une histoire le soir en fait. Il avait dit ça à un moment donné, mais j'ai vu aucune trace de ça. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je fasse. Du coup, le but du jeu, ça serait de copier l'entièreté de la page et de faire du coup CTRL-C. Et là, du coup, j'ai ouvert un bloc-notes, de faire CTRL-V. Et normalement, il a dit que ça devrait y aller. Ici, on peut voir un message secret. Tu peux pas. La fascination, l'intrigue, le mystère. Tu cherches des réponses.
Tu regardes au mauvais endroit. D'après ce texte, on cherche quelque chose, mais on regarde pas au bon endroit. Ok. Attendez. En fait, il y a plein de trucs qui ont complètement changé. C'est ça le truc. 7 sauts, 7 anneaux, 7 chaînes, 7 femmes pour le roi Scarlet. What? D'accord, en fait, il y a plein d'endroits. Par exemple, ici. Là, c'est Keter, mais normalement, en fait, c'est Keter The. Et en fait, il y a plein d'endroits comme ça où il y a en fait des endroits en fait qui sont des phrases en supplément en fait pour vénérer en fait le roi Scarlet. Donc là en fait techniquement le but du jeu c'est de reprendre en fait ça et de voir en fait à quels endroits le texte doit s'arrêter pour vérifier en fait les endroits où il y a en fait du texte en supplément. Le mec qui a écrit ce rapport c'est un génie. Mais du coup attends, si je prends par exemple ça. Ouais, c'est ça. Et après, derrière, je pense que je peux traduire, en fait. Le génie en question, c'est Clef. Bah, Clef, c'est un génie. C'est un génie. De toute façon, les rapports de Clef, en général, ils sont ils sont vraiment super bien faits parce qu'il y a énormément... T'as beaucoup, en fait, d'endroits cachés comme ça. En soi, ouais, la manipulation, elle est vraiment pas, elle est super simple à faire. Vous prenez la version anglaise, vous prenez l'entièreté de la page en fait depuis le numéro du SCP jusqu'à tout en bas, et vous mettez ça, vous faites CTRL-C, CTRL-V dans un bloc-notes et c'est parti. Et là, on a la phrase du coup qu'il y avait en dessous. Ne croyez pas quand ils disent qu'ils essaient de la sauver. Pourquoi est-ce qu'ils essaieraient? Ils ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient et quand ils le voulaient. Non, non, franchement, c'est un excellent boulot. Les endroits en fait où il y a où c'est de nouveau en fait une partie en fait du poème, c'est par exemple à cet endroit-là. Ça, c'est une partie du poème. Parce qu'en fait, après le point, normalement, il devrait y avoir une majuscule. Et là, il y en a pas. Et c'est pas une erreur de bloc-notes là. Non, ça c'est parce que cette partie-là, ça fait partie du poème en fait. Ce que je ferai certainement, c'est que au moment en fait du montage, je ferai en fait je recollerai les morceaux. Je vais refaire la même manip que ça et je vais récupérer en fait toutes les parties en fait du poème et je vous le lirai mais après le montage parce que là en fait là il faut décortiquer. Là en fait il faut tout décortiquer. En soi, j'avoue que je suis vraiment super contente de l'avoir lu en soi.